Il y a quelque chose d'étrange à l'endroit où se trouve Voyageur en ce moment. Ce n'est pas l'espace tel qu'on l'apprend à l'école. Ce n'est pas le vide calme que les gens imaginent quand ils pensent à l'espace profond, et ce n'est certainement pas le territoire familier à l'intérieur de la portée du Soleil. C'est une sorte de frontière qui ne devrait pas du tout ressembler à une frontière. Pourtant, tout ce qui se trouve là-bas se comporte d'une manière qui rappelle constamment aux scientifiques que cette région est bien plus compliquée qu'ils ne l'avaient prévu. Ce qui la rend intéressante, c'est à quel point le vaisseau spatial lui-même est silencieux. Il traverse l'une des parties les plus mystérieuses du système solaire, plus loin de chez lui qu'aucun objet humain n'a jamais voyagé. Et il est presque silencieux. Pas de caméra, pas de lecture dramatique, juste des chiffres lents et réguliers provenant d'instruments plus anciens que la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Et d'une manière ou d'une autre, ces chiffres continuent de montrer des choses qui ne correspondent pas à l'image simple que nous avions autrefois de la bordure du Soleil. La question est donc simple. Que se passe-t-il exactement là-bas? À travers quoi Voyageur est-il en train de passer? Et pourquoi cette zone qui aurait dû être vide et ennuyeuse continue-t-elle de poser aux scientifiques plus de questions que de réponses? C'est de cela que nous allons parler. Au cours des dernières décennies, les 2 sondes Voyageur nous ont montré bien plus que ce que quiconque attendait lorsqu'elles ont été lancées en 1977. Elles nous ont offert les premiers regards rapprochés sur les violentes tempêtes de Jupiter, la lave sur Io, les fissures glacées sur Europe, les anneaux autour d'Uranus, les geysers sur Triton et la brume bleue enveloppant Neptune. Après avoir laissé les planètes derrière elles, elles ont continué et ont commencé à renvoyer des données d'une partie du système solaire qu'aucune autre mission n'avait jamais atteinte. Voyageur 1 allait plus vite et s'élevait hors du plan des planètes. Voyageur 2 suivait un trajet plus lent et plus bas. En novembre 2025, Voyageur 1 file à travers le vide à environ 17 km par seconde, tandis que Voyageur 2 suit à roughly 15,3 km par seconde. Des vitesses nées des assistances gravitationnelles qui les emportent désormais inexorablement vers l'espace interstellaire. Aujourd'hui, les 2 sont en dehors de l'héliopause. Voyageur 1 à 169 unités astronomiques du Soleil et Voyageur 2 à 139 unités astronomiques, mais pas dans le même environnement exact. Voyageur 1 est plus profondément dans l'espace interstellaire, dans une direction où l'influence du Soleil s'estompe plus abruptement. Voyageur 2 a franchi la frontière plus tard et est entré dans une région où la transition est plus douce et où les mesures sont légèrement différentes. Même si elles sont loin l'une de l'autre, les 2 ensembles de données s'assemblent et offrent aux scientifiques une image plus claire de ce à quoi ressemble réellement la bordure du système solaire. À l'heure actuelle, aucune des 2 sondes n'est dans l'espace familier façonné par le vent solaire, et aucune n'est pleinement dans la galaxie ouverte. Elles traversent une sorte de zone intermédiaire où la bulle du Soleil se termine, mais où les conditions changent encore suffisamment pour qu'elles ne se sentent pas complètement à l'extérieur. Ce n'est pas une ligne nette comme le montraient les premiers schémas. C'est plutôt comme la dernière couche fine d'une frontière qui s'étire, ondule et change en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de l'héliosphère et dans le milieu interstellaire environnant. Là-bas, le nombre de particules est extrêmement faible. Quand l'une des sondes détecte quelque chose, une particule chargée venue du Soleil, un rayon cosmique arrivant de l'extérieur ou une onde dans le champ magnétique, cela ressort parce que le fond est si vide. Mais vide ne signifie pas simple. Cette région réagit au changement de pression venant du Soleil, même à des milliards de kilomètres de distance. Un fort événement solaire peut pousser l'héliopause vers l'extérieur, et des mois ou des années plus tard, les voyageurs en verront les effets sous forme d'un changement de densité ou d'une ondulation dans le champ magnétique. L'une des choses surprenantes que les 2 sondes ont montré est à quel point cette zone est inégale. Voyageur 1 a vu une augmentation soudaine des rayons cosmiques lors du franchissement de la frontière, tandis que Voyageur 2 a mesuré une montée plus graduelle. Cette différence a indiqué aux scientifiques que l'héliopause n'a pas la même forme dans toutes les directions. Elle se plie, se creuse et réagit à tout ce que le Soleil et la galaxie lui envoient. Cette étrange région est la première fois que nous pouvons observer le point où l'influence du Soleil s'estompe vraiment. Elle est fine, silencieuse et change de manière qui continue de dérouter les chercheurs. Et même si les 2 sondes sont loin l'une de l'autre, elles nous offrent une vue combinée d'un endroit qu'aucune mission n'a jamais exploré directement. Quand les gens parlent de la bordure du système solaire, ils désignent généralement l'héliopause.
C'est le point où le vent solaire perd de sa force et où la matière venue de l'extérieur de l'influence du Soleil repousse assez fort pour l'arrêter. Pendant des décennies, ce n'était qu'une ligne théorique tracée sur des cartes, car personne n'y était allé. Les voyageurs ont été les premières machines à l'atteindre et à ressentir réellement ce que c'était. Et ce qu'elles ont trouvé ne correspondait pas au schéma net. Voyageur 1 a été la première à atteindre la frontière en 2012. Avant de la franchir, le vent solaire autour d'elle ralentissait et le champ magnétique devenait plus organisé. Puis, les lectures de particules ont soudainement basculé. Le nombre de rayons cosmiques de haute énergie venant de la galaxie a bondi brutalement et les particules de basse énergie venues du Soleil ont presque disparu. Ce n'était pas une transition douce, c'était plutôt comme passer d'un environnement à un autre en un seul instant. Ce changement soudain a indiqué aux scientifiques que l'héliopause n'est pas graduelle dans cette direction. C'est plutôt comme une falaise abrupte. Voyageur 2 a franchi la frontière 6 ans plus tard et son expérience a été différente. La montée des particules extérieures était plus lente. Le champ magnétique s'orientait dans une direction légèrement différente. La transition ressemblait plus à descendre une pente qu'à tomber d'une falaise. Cela a indiqué aux scientifiques que l'héliopause ne se présente pas de la même manière partout. Elle s'étire, se resserre et se plisse selon la direction d'approche et selon ce que le Soleil a fait dans les années précédentes. Les deux franchissements avaient un point commun. Les mesures à l'intérieur de l'héliosphère et celles à l'extérieur ne correspondaient absolument pas. Une fois que chaque sonde était sortie, l'environnement changeait complètement. À l'extérieur de la frontière, le plasma est plus dense. Même si la zone semble plus vide, le champ magnétique est plus stable mais pointe dans une direction totalement différente. Et le nombre de rayons cosmiques venant de la galaxie est bien plus élevé parce que la bulle magnétique du Soleil ne peut plus les bloquer. L'une des choses qui a marqué les chercheurs est la manière dont la frontière réagit à des événements lointains. Quand le Soleil connaît une explosion d'activité, cette vague de pression finit par atteindre l'héliosphère extérieure. Des mois ou des années plus tard, les voyageurs le ressentent. Elles le détectent comme une montée soudaine des ondes plasma ou comme un pic de densité. Cela a montré aux scientifiques que l'héliopause n'est pas figée. Elle respire lentement sur d'immenses échelles de temps, réagissant à des événements se produisant à des milliards de kilomètres. Une autre découverte a été l'épaisseur de la frontière. Avant que les voyageurs ne l'atteignent, de nombreux modèles prédisaient que l'héliopause serait fine, presque comme la peau d'un ballon. Mais les sondes ont révélé qu'elle est plus large et plus complexe que prévu. Il y a des couches à l'intérieur, des régions où certaines particules fuient, des régions où les champs magnétiques se tordent, des régions où l'influence du Soleil s'estompe de manière inégale. La plus grande surprise a été que l'espace interstellaire ne ressemblait pas au vide calme que l'on supposait. Au lieu d'un environnement silencieux et stable, les deux sondes ont trouvé des zones de turbulence, des chocs provenant d'événements solaires passés et des changements dans le flux de particules imprévisibles. L'impression initiale selon laquelle l'espace à l'extérieur de la bulle du Soleil serait tranquille s'est révélée fausse. Le franchissement de l'héliopause n'a pas été seulement un jalon. Il a changé la compréhension fondamentale de l'endroit où le système solaire se termine vraiment et de la manière dont le Soleil interagit avec le reste de la galaxie. Mais même après cette réalisation, le voyage des voyageurs ne fait que commencer. À leurs vitesses actuelles, chaque sonde aura besoin d'environ 300 ans pour atteindre la bordure intérieure du nuage d'Oort, cette vaste coquille glacée où l'attraction gravitationnelle du Soleil commence enfin à faiblir. Et il pourrait falloir encore 30 000 ans pour traverser ces parties les plus éloignées et enfin quitter notre voisinage stellaire. L'héliopause elle-même a montré que la frontière est vivante d'une manière lente et pesante. Elle bouge, elle réagit et elle se comporte différemment selon l'endroit où on la rencontre. L'une des choses les plus étranges que les voyageurs ont découvertes après avoir franchi l'héliopause est la chaleur du plasma juste à l'extérieur de la bulle du Soleil. Quand les gens ont entendu parler de cette région pour la première fois, ils imaginaient quelque chose de dramatique à cause de la manière dont les chiffres étaient rapportés. Des températures de dizaines de milliers de degrés semblent irréelles. Mais la température dans l'espace ne fonctionne pas comme sur Terre. La densité est si faible que, même si le plasma est chaud, il n'y en a pas assez pour brûler quoi que ce soit. Ce sont plutôt des particules individuelles se déplaçant très vite dans un environnement par ailleurs presque vide. Voyageur 1 a détecté les premiers signes de cette région chaude en entrant dans l'espace interstellaire. Elle a enregistré des oscillations plasma correspondant au comportement d'un matériau extrêmement chaud.
Plus tard, Voyageur 2 a confirmé la même chose, mais depuis une direction différente, ce qui a aidé les scientifiques à réaliser que ce n'était pas une anomalie locale. C'est une caractéristique qui enveloppe l'héliosphère. La raison de sa formation tient à la manière dont le vent solaire heurte la matière qui dérive à travers la galaxie. À l'intérieur de l'héliosphère, le vent solaire s'écoule vers l'extérieur à grande vitesse. En poussant contre le milieu interstellaire, il ralentit et change de forme. La frontière n'est pas lisse. Elle ressemble plus à des couches de plasma compressées, étirées et chauffées. Quand le vent solaire sortant entre en collision avec la pression venant de l'extérieur, il crée une zone où les particules sont serrées ensemble. Cette compression élève la température. C'est similaire à la manière dont l'air chauffe quand il est forcé dans un espace plus petit, mais à une échelle si grande qu'il est difficile de l'imaginer. Les deux sondes ont trouvé que cette région n'est pas uniforme. Certaines parties sont plus chaudes que d'autres. Certaines sont plus épaisses. Parfois, les mesures montent en flèche, puis redescendent un an plus tard. Cela a indiqué aux scientifiques que ce n'est pas une couche statique. Elle se déplace et réagit à ce que fait le Soleil. Une forte explosion d'activité solaire peut envoyer des ondes de choc vers l'extérieur. Et quand ces ondes atteignent l'héliosphère extérieure, elles frappent cette couche et la chauffent encore plus. Les voyageurs captent ces changements longtemps après que les événements ont eu lieu, car il faut des mois ou des années pour que les ondes de choc voyagent aussi loin. Une autre chose qui a attiré l'attention des chercheurs est la manière dont le champ magnétique se comporte dans cette zone. Au lieu de pointer dans une direction lisse, il se plie et se tord. Ces torsions aident à piéger et à chauffer les particules. Elles rendent aussi plus difficile la libre circulation des particules de basse énergie, ce qui explique pourquoi la frontière se comporte différemment selon l'endroit où on la traverse. Voyageur 1 a vu des changements plus abrupts. Voyageur 2 a vu des transitions plus douces. Cette différence correspond à l'idée que la couche de plasma chaud a des poches inégales. Même si cette région est extrêmement chaude, elle n'est pas dangereuse pour un vaisseau spatial. Les voyageurs ne ressentent rien au sens ordinaire. La densité est si faible que l'énergie est répartie sur d'immenses volumes d'espace. Ce qui importe, c'est ce que cette couche raconte aux scientifiques sur la manière dont le Soleil interagit avec la galaxie. Avant que ces mesures n'arrivent, de nombreux modèles supposaient que l'héliopause était une ligne nette. Au lieu de cela, c'est plutôt un tampon compliqué façonné par la pression, les champs magnétiques et la lente poussée et traction de deux environnements en compétition. Comprendre cette couche chaude aide les scientifiques à voir l'héliosphère comme quelque chose qui réagit constamment. Même si les changements sont lents, cela montre que la bordure du système solaire n'est pas une frontière simple. C'est un endroit où deux régions très différentes de l'espace se frottent l'une contre l'autre. Et les voyageurs, avec des instruments construits dans les années 1970, sont les seules sondes à avoir été assez près pour la mesurer. Même après presque 50 ans dans l'espace, les deux voyageurs continuent de collecter des données sur l'environnement qui les entoure. La conception des instruments rend les mesures simples, mais cette simplicité est précisément ce qui les rend précieuses. Aucune autre sonde n'a jamais pris de mesures d'aussi loin en dehors de l'influence du Soleil. Ainsi, même des chiffres basiques peuvent apprendre quelque chose de nouveau aux scientifiques. L'une des principales choses que les voyageurs détectent encore est le comportement du champ magnétique dans leur zone. À l'extérieur de l'héliosphère, le champ n'est plus façonné par le Soleil comme à l'intérieur. Il suit la structure de la galaxie. Et comme les sondes sont dans deux directions différentes, leurs mesures aident à montrer comment ce champ se plie et se déplace autour de l'héliosphère. Voyageur 1 voit souvent une direction magnétique plus constante, tandis que Voyageur 2 mesure de légers changements de turbulence. Cette différence aide les chercheurs à comprendre comment la bulle du Soleil presse contre l'environnement qui l'entoure. Une autre mesure qui fonctionne encore est la détection des ondes plasma. Les voyageurs ne peuvent plus mesurer directement la densité du plasma, mais elles peuvent détecter les vibrations que le plasma produit quand il est perturbé par des chocs qui passent. Quand ces vibrations balayent la sonde, les instruments les enregistrent comme de petits changements de fréquence. Les scientifiques peuvent transformer ces fréquences en estimations de densité. C'est ainsi qu'ils ont appris que le plasma à l'extérieur de l'héliosphère est plus épais qu'ils ne le pensaient et qu'il peut changer d'une année à l'autre. Les rayons cosmiques sont une autre partie importante des données. Ces particules de haute énergie viennent de l'extérieur du système solaire et les voyageurs peuvent les détecter. À l'intérieur de l'héliosphère, le champ magnétique du Soleil bloque beaucoup de ces particules.
À l'extérieur, leur nombre augmente brutalement. En suivant ces changements, les chercheurs peuvent voir quelle protection le Soleil offre et comment cette protection s'estompe avec la distance. Cela les aide aussi à comprendre comment les rayons cosmiques se déplacent dans notre coin de la galaxie. Même si les sondes sont anciennes, les détecteurs de particules captent encore occasionnellement des augmentations de particules chargées venant du Soleil. Celles-ci arrivent généralement des mois ou des années après l'événement solaire, car il faut autant de temps pour que l'onde de choc voyage vers l'extérieur. Les voyageurs ressentent ces échos lointains comme des pics dans le comptage de particules ou comme des étirements soudains du champ magnétique. Ces réactions retardées montrent à quel point l'influence du Soleil continue de s'étendre même au-delà de l'héliopause. L'aspect communication s'intègre naturellement dans cette partie de l'histoire car il est directement lié au fonctionnement des instruments. À cette distance, les signaux renvoyés vers la Terre sont incroyablement faibles. Il faut plus d'une journée pour qu'un message voyage de la sonde aux antennes du Deep Space Network. Le débit de données est lent et les ingénieurs doivent faire attention à ce qu'ils demandent à la sonde d'envoyer. Même ainsi, chaque mesure est encore assez claire pour que les scientifiques en extraient des informations sur le champ magnétique, le comportement du plasma et les niveaux de particules. Ce n'est pas assez pour des images détaillées ou une analyse en temps réel, mais c'est plus qu'assez pour suivre l'environnement autour des deux sondes. Ce qui rend ces mesures significatives, c'est qu'il n'y en a pas d'autres comme elles. Aucune autre sonde n'est positionnée pour vérifier l'état de l'espace interstellaire près du Soleil. Même de petits changements dans les données peuvent révéler quelque chose sur la structure de l'héliosphère, la force de la pression extérieure ou le comportement à long terme de l'espace entre les étoiles. Chaque transmission des voyageurs ajoute une pièce à une carte qui n'existait pas auparavant. Maintenir les voyageurs en vie est devenu un long et délicat exercice d'équilibre. Quand elles ont été lancées en 1977, personne ne s'attendait à ce qu'elles durent aussi longtemps. Les sources d'énergie des deux sondes étaient conçues pour décroître régulièrement. Au fil des décennies, l'énergie disponible a diminué année après année. À cause de cela, les ingénieurs ont dû faire des choix difficiles sur quels systèmes rester allumés et lesquels éteindre définitivement. Les générateurs radioisotopiques qui alimentent les voyageurs produisent moins d'électricité chaque année. Au début de la mission, il y avait assez d'énergie pour faire fonctionner tous les instruments confortablement. Aujourd'hui, la marge énergétique est si mince qu'un seul système inutile peut consommer plus d'énergie que la sonde ne peut en épargner. C'est pourquoi la NASA a passé des années à éteindre progressivement les chauffages, les circuits de secours et les instruments qui consomment trop d'énergie. Ce n'est pas parce que la science n'est pas utile, c'est parce que garder la sonde en vie importe plus que tout faire fonctionner en même temps. Les chauffages sont l'un des exemples les plus clairs. Beaucoup de parties des deux sondes fonctionnent maintenant à des températures bien en dessous de tout ce pourquoi elles avaient été testées à l'origine. Dans certains cas, les composants sont plus froids que ce que les ingénieurs pensaient qu'ils pourraient supporter. Pourtant, ils continuent de fonctionner. Des instruments qui n'avaient jamais été conçus pour fonctionner sans chauffage envoient encore des données des années après avoir perdu leur support thermique. L'un des cas les plus marquants s'est produit en mai 2025, quand l'équipe de voyageurs 1 a travaillé en urgence pour réactiver les thrusters de roulis principaux de la sonde, silencieux depuis 2004 après la panne de leurs chauffages internes. En basculant à distance des interrupteurs d'alimentation, ils ont pu les remettre en ligne juste à temps, évitant une possible rupture de conduite de carburant avant la blackout prévue de l'antenne de Canberra. Cela montre à quel point l'ingénierie originale était remarquablement robuste, mais aussi à quel point la situation actuelle est délicate et incertaine. Un autre défi est la mémoire et la gestion des données. Les deux sondes portent des électroniques construites dans les années 1970, bien avant les systèmes numériques modernes. Avec le temps, les rayons cosmiques frappent la mémoire et corrompent des bits. Les ingénieurs peuvent parfois corriger ces erreurs en réécrivant les sections affectées du code ou en réorganisant la carte mémoire pour que la sonde évite les parties endommagées. Plus tôt dans la mission, ces problèmes étaient rares. Maintenant, ils apparaissent plus souvent simplement parce que le matériel est vieux et constamment exposé à des particules de haute énergie dans l'espace interstellaire. Un exemple clair est survenu en avril 2025, quand l'équipe de voyageurs 1 a réparé un glitch persistant du sous-système de données de vol causé par une puce corrompue contenant seulement 3% de son code. En utilisant des instructions tirées de plans des années 1960,
les ingénieurs ont relocalisé le logiciel dans des segments RAM inutilisés, restaurant la télémétrie complète après des mois de signaux brouillés. Communiquer avec les sondes est aussi devenu plus exigeant. La force du signal est si faible que le Deep Space Network a besoin de longues sessions juste pour collecter de petites quantités de données. Les antennes sur Terre doivent être alignées avec une extrême précision et les ingénieurs doivent planifier chaque commande en tenant compte du long temps de trajet. Si une commande crée un problème, il faut plus d'une journée complète pour le découvrir. Ce délai force chaque décision à être lente et prudente. En plus de cela, en 2025, la Deep Space Station 43 à Canberra, la seule antenne capable d'envoyer des commandes aux deux sondes, subissait des mises à niveau de mai jusqu'en février 2026. Cela a réduit le temps disponible pour les communications en août et décembre, rendant la planification prudente encore plus importante. Même le logiciel de vol a eu besoin de solutions de contournement. Ces dernières années, les ingénieurs ont trouvé des moyens de rerouter des chemins de données à l'intérieur de Voyageur, un après qu'elle ait commencé à renvoyer une télémétrie illisible. Cela a nécessité de fouiller dans une documentation écrite des décennies auparavant et de trouver des parties du système qui n'avaient jamais été prévues pour être utilisées de cette manière. Ces correctifs ne sont ni élégants ni simples. Ce sont des ajustements prudents et ciblés, faits par des équipes qui savent qu'une seule erreur pourrait mettre fin à la mission définitivement. L'isolation autour des câbles a aussi vieilli. Les variations de température dans l'espace profond, combinées à la décroissance lente de la chaleur à bord, ont poussé le matériel bien au-delà de sa durée de vie prévue. Les ingénieurs ne peuvent rien réparer physiquement, donc ils s'appuient sur des solutions créatives. Passer à des circuits de secours, ajuster le timing des commandes ou réduire l'activité quand la sonde montre des signes de stress. Parfois, la meilleure solution est simplement de faire moins, de donner au système le temps de se stabiliser avant d'envoyer l'instruction suivante. À travers tout cela, l'objectif principal est resté le même, garder les instruments clés en fonctionnement aussi longtemps que possible. Voyageur 1 n'a plus que 3 instruments actifs, le magnétomètre, le détecteur d'ondes plasma et le détecteur de particules chargées de basse énergie. Voyageur 2 a les mêmes 3, avec son détecteur de rayons cosmiques prévu pour être éteint l'année prochaine. Ces instruments restants sont cruciaux, nous offrant des insights uniques sur les bordures de notre système solaire. Chaque décision est prise pour les protéger, afin que les sondes puissent continuer à renvoyer des données qu'aucune autre mission ne peut fournir. Le fait que les 2 voyageurs fonctionnent encore est le résultat d'une ingénierie prudente, de décisions soigneuses et de beaucoup de patience. Ce n'est pas de la chance. C'est un effort lent et continu pour maintenir 2 machines vieillissantes en fonctionnement dans un endroit où elles n'étaient jamais censées arriver. Et tant que l'énergie tiendra, les mesures continueront d'arriver. Quand les gens parlent de ce qui attend les voyageurs, ils imaginent souvent un chemin net menant hors du système solaire. En réalité, le voyage est lent et divisé en étapes qui s'étendent sur d'énormes échelles de temps. Les 2 sondes ont déjà franchi l'héliopause, mais cela ne signifie pas qu'elles ont quitté le système solaire au sens complet. La portée gravitationnelle du Soleil s'étend bien plus loin que l'héliosphère, et la région au-delà est plus compliquée que ce que la plupart des schémas montrent. La prochaine grande zone que les voyageurs entreront est la partie intérieure du nuage d'Oort. Ce n'est pas une région épaisse, remplie de glace et de roches. C'est surtout de l'espace vide avec des objets occasionnels dispersés qui orbitent le Soleil à d'immenses distances. Les voyageurs ne se dirigent vers rien de spécifique à l'intérieur, et la chance qu'elles passent près d'un objet réel est extrêmement faible. Mais entrer dans cette région marque le début de l'étape finale de leur voyage dans le système solaire. Les estimations suggèrent qu'il faudra quelques centaines d'années avant que l'une ou l'autre sonde n'atteigne le nuage d'Oort intérieur. Voyageur 1 y arrivera en premier parce qu'elle est plus loin et va plus vite. Même si cette partie de l'espace est calme, elle reste sous l'influence gravitationnelle du Soleil. Les voyageurs continueront d'orbiter le Soleil en un large arc lent, à moins que quelque chose de massif ne les perturbe, ce qui est improbable. Rien dans cette étape n'implique de changement soudain. L'environnement au-delà de l'héliopause peut varier légèrement en densité ou en comportement magnétique, mais les sondes ne rencontreront rien qui altère leur trajectoire de manière dramatique. Pour l'essentiel, elles dériveront régulièrement vers l'avant à travers une région qui semble presque entièrement vide. Sur des échelles de temps plus longues, le nuage d'Oort extérieur devient la frontière finale. C'est une coquille sphérique d'objets qui s'étend si loin du Soleil qu'une orbite complète autour du Soleil pourrait prendre des millions d'années.
Les voyageurs ne seront nulle part près de compléter une telle orbite. Au lieu de cela, elles voyageront en ligne droite à travers une toute petite portion de ce nuage lointain. À ce moment-là, les deux seront silencieuses, froides et dériveront sans aucun instrument fonctionnel. Une fois passé le nuage d'Oort, les sondes atteindront enfin un point où la gravité du Soleil ne les retient plus. C'est le moment où elles quitteront vraiment le système solaire, pas seulement sa bulle magnétique. Cela ne sera pas différent pour les sondes, mais c'est une distance significative en termes d'interaction du Soleil avec la galaxie. Au-delà de ce point, elles deviendront des objets de l'espace interstellaire, se déplaçant parmi les étoiles sans aucun lien avec l'endroit d'où elles viennent. Il y a aussi la question de savoir si les voyageurs se rapprocheront un jour d'une autre étoile. D'après les trajectoires actuelles, Voyageur 1 passera à environ 1,6 années-lumière d'une petite étoile appelée Gliese 445 dans environ 40 000 ans. Ce n'est pas assez près pour une rencontre, mais c'est l'approche la plus proche sur son trajet projeté. Voyageur 2 passera à quelques années-lumière d'une autre petite étoile, Ross 248, sur une échelle de temps similaire. Ce ne sont pas des survols au sens planétaire. Ce sont des croisements lointains, du genre où les sondes passeront inaperçues et silencieuses, dérivant sans moyen de rapporter ce qu'elles voient. Ce qui rend le futur trajet des voyageurs intéressant, c'est sa stabilité. Rien de dramatique ne se produit. Les sondes ne vont pas soudainement accélérer ou dévier de leur course. Elles ne heurteront rien ni ne tomberont dans quoi que ce soit. Elles continueront simplement d'avancer, propulsées seulement par l'élan qu'elles ont depuis leur lancement. Les échelles de temps sont si grandes que le voyage devient plus une question de perspective que d'événement. Elles sont des voyageuses lentes et stables, traversant une région que personne ne verra jamais de ses propres yeux. Le long futur des voyageurs n'est pas lié aux données qu'elles renverront, car cela finira bientôt. Il s'agit du fait qu'elles continueront d'avancer longtemps après que tous les instruments seront silencieux. Leur chemin hors du système solaire est un rappel de l'immensité de ces distances et de la petitesse même des sondes les plus rapides quand le temps se mesure en milliers d'années plutôt qu'en décennies. Les voyageurs sont importantes aujourd'hui pour une raison qui n'a rien à voir avec la nostalgie ou la durée de la mission. Leur importance vient de l'endroit où elles sont et de ce qu'elles mesurent. Aucune autre sonde n'a jamais atteint l'espace interstellaire. Pendant des décennies, les scientifiques ont construit des modèles de l'héliosphère en utilisant des mesures indirectes depuis l'intérieur du système solaire. Ces modèles étaient utiles, mais c'étaient des hypothèses. Les voyageurs ont transformé ces hypothèses en chiffres réels. Elles ont montré à quoi ressemble la frontière, comment elle se comporte et comment elle change avec le temps. Ces informations ont remodelé toute la compréhension de la manière dont le Soleil interagit avec la galaxie. Elles sont aussi importantes parce qu'elles ont ouvert une partie de l'espace qui était purement théorique. Avant que les voyageurs ne franchissent l'héliopause, l'espace interstellaire pour nous était une idée, pas un lieu. Maintenant, c'est une région avec une densité mesurée, une direction magnétique, un comportement plasma et une turbulence. Ces détails sont la base pour les futures missions qui pourraient un jour les suivre. Sans les voyageurs, ces missions planifieraient leurs routes à l'aveugle. Avec les voyageurs, elles ont une référence, même si ce n'est que 2 points dans un environnement vaste. Une autre raison pour laquelle les voyageurs restent significatives est le rôle qu'elles jouent dans les études solaires à long terme. Les mesures qu'elles renvoient sont plus qu'une science intéressante. Elles aident à confirmer jusqu'où s'étend l'influence du Soleil et quelle protection il offre contre les rayons cosmiques. À l'intérieur de l'héliosphère, nous sommes protégés de la plupart des particules de haute énergie. À l'extérieur, les niveaux sont bien plus élevés. Suivre ces différences aide les chercheurs à comprendre les risques de radiation pour toute future sonde qui voyagerait hors de la bulle protectrice du Soleil. Leur survie montre aussi la valeur d'une ingénierie qui ne repose pas sur la complexité moderne. Les instruments des voyageurs sont simples selon les standards d'aujourd'hui, mais cette simplicité est la raison pour laquelle ils fonctionnent encore. Ils ont été construits avec assez de marge pour gérer des conditions inconnues. Et cette approche continue de porter ses fruits des décennies plus tard. C'est un rappel discret que l'exploration ne nécessite pas toujours du matériel de pointe. Parfois, elle nécessite de la durabilité et de la patience. Et il y a une autre partie que les scientifiques n'ignorent pas. Les voyageurs sont des marqueurs de l'endroit où nous sommes allés. Elles portent les premières mesures directes de la bordure de l'héliosphère, et ces mesures resteront le point de référence pendant longtemps. Même quand les sondes se tairont, les données qu'elles ont déjà envoyées seront encore étudiées.
Le domaine de l'héliophysique continuera de revenir à leur mesure chaque fois que de nouvelles questions surgiront sur la manière dont le Soleil interagit avec la matière qui l'entoure. Elles représentent aussi les premiers objets construits par les humains à entrer dans l'espace interstellaire. Ce fait n'ajoute pas de données scientifiques, mais il marque une frontière dans l'activité humaine. Les voyageurs n'ont pas été conçus pour être symboliques, mais leur survie et leur distance leur donnent une signification. Elles sont la preuve qu'une machine construite pour un simple tour des planètes peut finir bien au-delà de son objectif initial, continuant à faire un travail qu'aucune sonde plus récente ne peut remplacer. Et enfin, elles sont importantes parce que leurs données comblent un vide que rien d'autre ne peut remplir pour le moment. Chaque transmission de l'une ou l'autre sonde, aussi petite soit-elle, ajoute à une carte du système solaire extérieur qui n'existait pas auparavant. Même un signal faible qui met plus d'une journée à atteindre la Terre porte des informations sur un endroit que personne n'a jamais visité. Cela seul rend la mission précieuse. Quand on regarde où sont les voyageurs maintenant, il est facile d'oublier à quel point leur début était ordinaire. Elles ont été construites pour une mission spécifique censée durer seulement quelques années. Une fois le tour des planètes terminé, il n'y avait pas de plan pour quoi que ce soit au-delà. Elles étaient censées dériver tranquillement sans rôle réel à jouer. Pourtant, au lieu de s'effacer dans l'arrière-plan, elles se sont retrouvées dans un endroit que personne n'avait cartographié, mesurant des choses que personne n'avait jamais vues et renvoyant des informations qui continuent de changer la manière dont les scientifiques décrivent le système solaire. La partie intéressante est à quel point les sondes elles-mêmes paraissent normales si on enlève leur distance. Ce ne sont pas des machines avancées. Elles ne s'ajustent pas toutes seules. Elles n'ont pas de système de secours conçu pour les environnements qu'elles ont traversés. Ce sont du vieux matériel fonctionnant avec une énergie limitée, portant des instruments qui n'étaient jamais censés opérer à ces températures. Et pourtant, après tout ce temps, elles continuent de fournir des mesures qui aident à répondre à des questions que les gens ne savaient même pas poser dans les années 1970. Penser à leur situation actuelle met en perspective l'échelle du système solaire. Les voyageurs voyagent depuis près d'un demi-siècle et elles viennent juste de sortir de la bulle magnétique du Soleil. Si on compare cette distance à la taille du nuage d'Oort ou au temps qu'il faudra pour en sortir éventuellement, on commence à voir à quel point le processus est lent. L'espace ne s'ouvre pas en étapes nettes. Il s'étend en longues distances calmes qui ne semblent pas réelles jusqu'à ce qu'une sonde les atteigne. Une autre chose qui ressort est la constance de la mission. Il n'y a pas eu de moment où les voyageurs ont soudainement changé de direction ou rencontré quelque chose qui a altéré leur trajectoire. Tout a été régulier. Elles continuent d'avancer. Elles continuent d'envoyer les données qu'elles peuvent et elles continuent de dépasser les estimations qui essaient de prédire leurs limites. Cette fiabilité lente est en partie ce qui rend la mission remarquable. Elle n'est pas dramatique, elle est patiente. À un moment, les transmissions s'arrêteront. Il n'y aura pas de message final ni de dernière observation pour marquer la fin. Les sondes se tairont progressivement à mesure que l'énergie descendra en dessous de ce dont le matériel a besoin. Après cela, elles continueront de dériver sans connexion à la Terre et sans signe qu'elles ont un jour fait partie d'une mission. Elles existeront simplement comme des objets voyageant à travers une région de l'espace que presque rien d'autre de notre monde n'a atteinte. Ce qui restera après que le signal s'efface est l'enregistrement de ce qu'elles ont déjà renvoyé. Les mesures de l'héliosphère, les données de l'espace interstellaire, les lents changements de direction magnétique, la détection de la couche de plasma chaud, tout cela deviendra partie de la compréhension à long terme de la place du Soleil dans la galaxie. Les voyageurs ne seront pas actifs quand la prochaine génération de missions atteindra cette région, mais leurs chiffres seront encore en arrière-plan, façonnant les attentes et aidant les chercheurs à interpréter ce qui viendra ensuite. Et peut-être la partie la plus simple de l'histoire est celle-ci. Les voyageurs montrent à quelle vitesse un mouvement constant peut emmener quelque chose quand on lui donne assez de temps. Elles n'ont pas été construites pour cette étape du voyage, mais elles l'ont atteinte quand même. Elles n'ont pas été conçues pour étudier l'espace interstellaire, mais elles sont les seules machines à le faire. Elles continuent d'avancer, non pas par pression ou par objectif, mais parce que rien ne les arrête. Cet élan discret est la dernière chose qu'elles emporteront en quittant le système solaire derrière elles, un petit pas à la fois.